Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous irons bien sûr au Stade de France où l'ambiance est 100% bretonne ce soir. Rennes-Guingamp, c'est l'affiche de la Coupe de France. Sur place, 80 000 spectateurs attendent l'événement que vous pourrez suivre bien sûr ce soir en direct sur France 2. Dans l'actualité également, la confusion autour de l'affaire de la jeune adolescente de 17 ans retrouvée morte à Angles dans le Pas-de-Calais. Son ex-petit ami était passé aux aveux, mais il est revenu cet après-midi sur ses déclarations. La crise dans les facultés va-t-elle entraîner une nouvelle baisse des inscriptions à la rentrée prochaine? Le désamour semble en tout cas de plus en plus profond entre les futurs étudiants et l'université. C'est l'enquête de ce samedi. À l'étranger, l'échec sera-t-il confirmé pour les rebelles dans l'est du Tchad? L'armée régulière a annoncé une victoire décisive. Notre équipe s'est rendue au plus près des combats. Grand format à suivre tout à l'heure. Nous irons à Los Angeles car la Californie est en proie à de nouveaux incendies. Près de 30 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Alain de Chalvron est sur place. Enfin, le portrait d'une femme qui dans quelques jours sera Madame la Présidente au Festival de Cannes. Isabelle Huppert nous dira comment elle aborde ce rendez-vous. Ses réponses à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. C'était il y a quelques minutes. L'hymne breton a résonné dans l'enceinte du Stade de France. Ce samedi est bel et bien un jour de fête. Rennes et Guingamp, séparés par seulement 130 km, vont donc s'affronter dans la finale de la Coupe de France de football. La Bretagne qui est à l'honneur. Même le journal L'Équipe s'est mis ce matin à l'heure bretonne dans le texte. Le match approche et des milliers de supporters sont impatients de vivre l'événement. Grégory Naboulet et José Boulestec les ont suivis aujourd'hui. Une vague bretonne déferle sur la gare Montparnasse. Les supporters de Guingamp sont les premiers à fouler le sol de la capitale. Nous vivrons pour Guingamp, nous allons gagner. Vive Guingamp! 3 TGV ont été spécialement affrétés. Alors, au pied de la tour Montparnasse, les supporters bretons se sentent chez eux à un détail près. On est parti de Guingamp ce matin, il faisait 25 degrés. Un beau soleil et puis on arrive à Paris, c'est la pluie. Alors c'est le monde à l'envers là. Mais bon, une finale Rennes-Guingamp sans un peu de pluie, c'est pas une belle finale, quoi. Les Guingampais ne sont pas venus à Paris pour faire du tourisme, mais pour jouer un mauvais tour à leur capitale régionale, Rennes. Mais entre les supporters, il n'y a qu'une passion, celle du drapeau breton. C'est toute la Bretagne qui se mobilise, hein, donc il n'y a pas de Guingampais ou de Rennais, c'est tout le monde pareil, tout le monde y va. Hein. Dernière étape, le Stade de France, ou plutôt le Stade de Bretagne. Ce soir, ils sont 80 000 irréductibles. On va gagner ce soir! C'est quoi sur la banderole que vous avez marqué? Ça veut dire bienvenue au Stade de France, au Stade de Bretagne. 100% breton et on va gagner la coupe. Et là, ça sera bretonne. Bah! Côté pronostic, les Rennais n'oublient pas qu'ils ont déjà gagné 2 fois la Coupe de France. La dernière en 71, ce drapeau y était. Il a fait 71, il l'a ramené à Rennes et il va la ramener encore à Rennes. Quelle que soit l'issue de la rencontre ce soir, la Coupe de France connaît déjà son vainqueur, le football breton. Alors il y a les chanceux qui ont pris la direction du stade et ceux qui vont vivre l'événement en Bretagne, et cela en famille, à la maison ou sur des écrans géants. Romuald Bonan, bonsoir. Parlez-nous de l'ambiance ce soir à Rennes et à Guingamp. J'imagine que la fête a déjà commencé. Oui, absolument, absolument. Des Gamerma des Braises d'abord, Laurent. Bienvenue en Bretagne où je peux vous garantir que partout dans la région, l'ambiance qui s'annonce, c'est Fest-Noz, la fête toute la nuit, comme ici au centre de Rennes où vous le voyez peut-être des milliers de supporters armés de drapeaux et chantant l'hymne breton déjà sont en train d'affluer pour voir sur écran géant cette finale en direct sur France 2. Rennes qui espère voir revenir pour la 3e fois la coupe. Comme en 65 et en 71, du rouge et du noir partout. Et regardez, pareil, les mêmes couleurs à 130 km de là, à Guingamp. 8000 habitants, autant de supporters qui sont venus voir sur écran géant cette fête. Et tout un département, les Côtes d'Armor, qui croient aux chances de l'en avant Guingamp. Un club qui espère rivaliser avec Le Havre en 1950, le seul club de Ligue 2 à avoir obtenu remporter cette Coupe de France à la maison. Alors on n'est pas chauvin en Bretagne, on va dire que le meilleur gagne, bien sûr, surtout aujourd'hui. Au programme ballon rond, faites
populaire, tous les ingrédients pour une magnifique fête de la Coupe de France qu'on va savourer bien sûr à la sauce armoricaine. Merci Romuald et belle soirée à vous. Et puis à noter que le président de la République sera finalement présent ce soir pour remettre le trophée. Il avait d'abord annoncé son absence dans un éditorial. Ce matin, le quotidien Le Télégramme parlait d'une véritable faute politique. Nicolas Sarkozy sera donc bel et bien là. Nous retournerons au Stade de France avant la fin de ce journal. Dans l'actualité de ce samedi, l'ex-petite amie de la jeune fille de 17 ans qui avait été retrouvée morte mercredi près de Lens a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Mais si celui-ci était dans un premier temps passé aux aveux, il s'est ensuite rétracté. Explication, Sophie Rodier. Visage caché par une couverture, le meurtrier présumé de Céline Récollet. Le jeune homme âgé de 27 ans, sans travail et sans domicile fixe, était le petit ami de l'adolescente. Hier soir, il avait avoué être le meurtrier. Ce matin, devant le juge d'instruction, il a fait marche arrière. L'homme affirme maintenant qu'il n'a pas tué Céline, 17 ans. Il confirme avoir eu rendez-vous avec elle juste avant l'école, mais il ne lui aurait fait aucun mal. Pourtant, devant les policiers, l'ancien petit ami de Céline avait reconnu l'avoir étranglée. Selon l'autopsie, la jeune fille est morte par noyade, sa tête a été maintenue sous l'eau. Un autre point reste à éclaircir, la présence inexpliquée d'un couteau et d'un trousseau de clés sur les lieux du crime. Très impliquée dans la vie de sa commune, Céline faisait partie du conseil municipal des jeunes. Ses obsèques auront lieu mercredi à Liévin. Des images maintenant de ce problème technique qui a bloqué cet après-midi à 45 mètres de hauteur, près de 80 personnes. Tout ça s'est déroulé au Futuroscope de Poitiers, dans l'un des manèges emblématiques du parc. Tous ont été finalement évacués et vous le voyez de manière assez spectaculaire. Vous vous souvenez peut-être de Didier Julia. On s'est à l'époque longtemps interrogé sur le rôle tenu par le député dans la libération des 2 otages français retenus en Irak en 2004. Agissait-il dans le cadre d'une enquête parallèle ou d'une mission effectuée en liaison avec les autorités françaises? Eh bien, la justice vient d'opter pour la 2e hypothèse et tout cela mérite bien quelques explications. Dorothée Olyric et Annie Triboire. Le député UMP Didier Julia est innocent. Son collaborateur Philippe Brett aussi. Ils étaient poursuivis pour intelligence avec une puissance étrangère. L'affaire remonte à 2004. Didier Julia, grand connaisseur de l'Irak, voulait faire libérer grâce à ses contacts les otages français détenus en Irak, les journalistes Georges Malbruno et Christian Chesneau. Une initiative à l'époque très critiquée par la classe politique française. Depuis Damas, le député tentait pourtant de jouer la transparence. Avec le représentant officiel de la diplomatie française, nous marchons la main dans la main. Et si par hasard il y a un succès, ce ne sera pas un succès de Didier Julia, ce sera un succès de la France. Cet après-midi, par téléphone, Didier Julia, lavé de tout soupçon, nous a déclaré qu'il n'avait ni regret ni amertume et qu'il ne souhaitait pas engager la polémique. Pour Philippe Brett, son collaborateur, innocenté également dans ce dossier, l'affaire Julia est la conséquence d'un cafouillage politique, mais le boulot, dit-il, a été fait. J'ai aucune haine, aucun ressentiment. À partir du moment où le travail avait été fait et accompli, avec succès, il n'y avait aucun ressentiment possible. Donc c'est grâce à vous aussi que Chesneau et Malbruno ont été libérés? Nous avons manœuvré de façon à ce qu'effectivement l'issue soit heureuse. Difficile de mesurer l'importance de toutes ces tractations. À leur libération, les ex-otages, Chesneau et Malbruno, avaient affirmé ne jamais avoir rencontré ni Didier Julia, ni ses collaborateurs. Le point quotidien sur l'évolution de la grippe A avec un premier décès lié au virus au Canada mais également au Costa Rica. En France, on dénombre depuis hier 12 cas confirmés. Les États-Unis sont devenus le pays le plus touché avec 2254 personnes atteintes par la maladie. Premier cas également signalé au Japon ces dernières heures. Le pape poursuit sa visite en Terre Sainte avec plusieurs visites symboliques aujourd'hui encore. Il a plaidé pour le dialogue entre les religions lors d'une visite à la mosquée d'Amman en Jordanie. Une journée marquée également par un déplacement au Mont Nebo, le lieu où, selon les Écritures, Dieu aurait montré à Moïse la terre promise. Philippe Bissarias et Karine Guillaumin sur place. Face à lui, la vallée du Jourdain. Par temps clair, du haut du Mont Nebo, on peut apercevoir les remparts de Jérusalem. Selon la Bible, c'est ici que Dieu a montré à Moïse la terre promise. C'est ici que Moïse serait mort. Benoît XVI est venu se recueillir au Mont Nebo ce matin, affirmant le lien inséparable qui unit, dit-il, l'Église et le peuple juif. Puisse aujourd'hui notre rencontre nous inspirer le désir de dépasser tous les obstacles à la réconciliation des chrétiens et des juifs. Autre symbole, la mosquée Al-Hussein, la plus grande de Jordanie, que le pape visite en fin de matinée.
Benoît XVI n'a pas eu à ôter ses chaussures à la demande de ses hôtes, précise le Vatican. Aujourd'hui, pas d'image de recueillement. Il y a 3 ans, le pape avait prié avec l'imam dans la mosquée bleue d'Istanbul. Le souverain pontife dénonce l'extrémisme religieux et appelle au dialogue. Musulmans et chrétiens, précisément à cause du poids de leur histoire commune, si souvent marquée par des incompréhensions, doivent aujourd'hui s'efforcer d'être connus et reconnus comme des adorateurs de Dieu, fidèles à la prière. Demain, Benoît XVI célébrera la messe dans le stade d'Amman avant de se rendre sur les rives du Jourdain, où Jésus, selon les évangiles, a été baptisé. Le Brésil est touché par de fortes inondations dans le nord et le nord-est du pays, et cela en raison de très fortes pluies qui ont provoqué une crue historique de l'Amazone. Le bilan provisoire est de 44 morts, 180 000 personnes ont dû être évacuées. En Californie, en revanche, la météo plus clémente devrait entraîner une accalmie sur le front des incendies. C'est la région de Santa Barbara qui est une nouvelle fois en proie aux flammes. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place dans un instant. Mais tout d'abord, ces images toujours impressionnantes commentées par Claude Sampère. Plus de 80 maisons détruites et des feux qui poursuivent leur progression. Depuis 4 jours et 4 nuits, la région de Santa Barbara connaît des incendies extrêmement violents. Un front de flammes de plus de 8 km, un relief escarpé, une végétation sèche et des vents violents compliquaient jusque-là la tâche des secours. Sur le terrain, plus de 3000 pompiers épuisés. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Dans les gymnases, elles ont trouvé refuge et échappé à l'enfer. C'était terrible. On a déjà connu plusieurs incendies, mais celui-là, on a vraiment eu peur, surtout la nuit dernière. Près des maisons encore intactes, la population se débrouille comme elle peut. C'est peut-être pas très impressionnant, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et au moins, j'ai l'impression d'être utile. Seul espoir pour les autorités, la météo. Aux dernières nouvelles, les températures baissent, les vents sont moins forts, il y a même un léger brouillard, et cela devrait enfin faciliter la tâche des pompiers. Alors, direction la Californie, près de Santa Barbara. Bonsoir Alain de Chalvron. Ces incendies ne sont pas une première dans la région, et cette fois, on ne parle pas de pyromanes, je crois. Oui, c'est vrai, la Californie est habituée à ces incendies. En 2007, il y avait eu 650 000 personnes évacuées. 2000 maisons avaient été détruites. J'y étais, c'était proprement dantesque. Alors ici, cette fois-ci, c'est quand même beaucoup plus limité. Et surtout, donc la météo est un peu meilleure aujourd'hui. Vous voyez, le soleil vient de percer une épaisse couche de brouillard, il y a à peu près une demi-heure simplement. Et le brouillard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire humidité, ça veut dire température moins élevée, ça veut dire pas de vent. Donc c'est tout bon pour les pompiers qui sont donc relativement optimistes maintenant. Hier soir, ils envisageaient d'évacuer encore 29 000 personnes, en plus des 30 000 déjà évacuées. Il n'en est plus question pour le moment. Le feu est contenu à 30%, il ne l'était qu'à 10% hier soir. Mais vous savez, la météo peut changer, donc les 4 000, ils sont presque 4 000 pompiers qui sont sur place, sont toujours mobilisés, mais donc, pour le moment, 80 maisons ont été détruites dans un des plus beaux, un des plus riches quartiers de Los Angeles. Merci Alain. Économie, au Japon, la marque Toyota vit les heures les plus sombres de son histoire. Pour la première fois depuis 72 ans, le premier constructeur automobile mondial vient d'annoncer de fortes pertes. Julien Dupéret, Zidane Berkous. Des tentes de plastique comme seul abri, et le soir, la soupe populaire. Anciens ouvriers à la chaîne chez Toyota, ces intérimaires sont aujourd'hui SDF. Pendant 5 ans, j'ai consacré ma vie à Toyota. Et ils m'ont jeté comme ça, sans prévenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Leurs anciens logements, les voici. Des immeubles de fonction payés par le constructeur. Pour Toyota City, la ville de Toyota, les difficultés de l'entreprise sont une catastrophe. Ici, toutes les entreprises travaillent pour Toyota. Alors quand ils décident de diminuer leur production, beaucoup de sous-traitants sont obligés de supprimer des emplois. Numéro 1 mondial, c'est la première fois que Toyota annonce des résultats dans le rouge. Perte nette de 3,3 milliards d'euros en 2008. Le constructeur n'a pas assez anticipé la chute des ventes de voitures. On s'aperçoit à la lumière de la crise que le management de Toyota, qui correspond très bien à un rythme de croissance très fort, ne correspond plus à un état de stagnation ou de léger retrait de la production et des immatriculations. Comme ici, dans son usine de Valenciennes, Toyota a multiplié les semaines de chômage technique. Mais le groupe pourrait aussi supprimer 1000 emplois dans le monde. Cela n'était pas arrivé depuis 1950.
On revient en France. Est-ce que la crise actuelle est celle de trop pour les facultés? La contestation pourrait, selon certains, pousser les futurs étudiants à ne plus choisir l'université pour poursuivre leurs études. Les inscriptions sont en tout cas à la baisse depuis plusieurs années déjà. Et la protestation n'est apparemment pas la seule raison. C'est l'enquête de ce samedi. Mallory Onou et Éric Delagneau. Cela se lit sur son fronton. Rennes 2 est devenu un bastion de contestation. Contre le CPE en 2006, la loi d'autonomie en 2007, les réformes de cette année. Or depuis, elle a perdu plus de 5000 étudiants. Faut-il y voir autre chose que la seule baisse démographique? Il est sûr que nous avons une réputation à Rennes 2 qui n'est pas forcément facile à porter, que malgré tout la situation est une situation nationale. Préoccupée, l'université a en effet réalisé une étude. Et cette chute des effectifs se retrouve dans l'ensemble des filières de lettres et sciences humaines. Plus largement, l'université a perdu 4% de ses étudiants en 5 ans, alors même que les IUT ou les classes préparatoires en gagnent. Évidemment, les parents qui ne peuvent pas payer 7 000 € par an pour mettre leurs enfants dans une école de commerce, ça coûte cher, et ils vont toujours se tourner vers l'université, mais d'abord vers celle où on peut travailler et pas vers celle où il y a sans arrêt des grèves et des interruptions de cours. Dans ce cas, le mouvement actuel pénalise-t-il déjà les universités les plus perturbées? Oui, selon le ministère. 80% des terminales ont formulé leurs vœux pour l'année prochaine et les premiers résultats communiqués laissent entendre qu'une université comme Paris 8 perd de son attractivité. Le ministère aurait, je crois, souhaité que nous payions le prix fort de la mobilisation et que ce prix se traduise par une baisse d'effectifs, ce qui n'est pas le cas. Paris 8 dénonce une manipulation des chiffres. Le système d'inscription ayant changé cette année, il est impossible de savoir comment ont évolué les premiers choix des futurs étudiants. À Paris 4, les AG ne désemplissent pas depuis 14 semaines, mais pour ces enseignants, l'explication est ailleurs. Ce qui, effectivement, détourne avant tout les étudiants des universités, c'est la paupérisation, la crise, effectivement, qui est extrêmement angoissante, qui peut les pousser à choisir des voies plus professionnalisantes peut-être et surtout plus sélectives, où ils seront mieux encadrés qu'ici. Les élèves peuvent modifier l'ordre de leurs vœux jusqu'au 6 juin. Une chose est sûre, loin d'être marginalisée, l'université reste la plus demandée. 42% des élèves préparant un bac général souhaitent en premier lieu suivre une licence à la prochaine rentrée. Il est 20h15 à suivre dans un instant. N'Djamena ne devrait pas tomber aux mains des rebelles. Nous irons au Tchad retrouver nos envoyés spéciaux pour le grand format de ce soir. La grande distribution ouvre de nouveaux commerces de proximité au cœur des villes. Qu'en pensent les petits commerçants? Plutôt du mal. Et puis une rencontre avec Madame la Présidente. Isabelle Huppert sera à la tête du jury du Festival de Cannes dans quelques jours. Ses impressions avant l'ouverture, c'est à vivre tout à l'heure. Mais avant cela, la rébellion tchadienne qui était venue du Soudan semble avoir subi une défaite décisive ces dernières heures. Elle rêvait une nouvelle fois de prendre le pouvoir au président Idriss Déby, mais l'armée gouvernementale a su s'y opposer. Sur place, on retrouve Dominique Derda et Frédéric Ranck. C'est le grand format de ce soir. Et attention, certaines images peuvent choquer. C'est jour de liesse pour les soldats de l'armée tchadienne. Leur nouveau chef d'état-major, un ancien rebelle rallié depuis peu au président Idriss Déby, est venu tout spécialement pour les féliciter. Hier, face à la rébellion, ils ont remporté une épreuve décisive. Les combats autour de la petite ville d'Amdam, à l'est du pays, n'ont duré que 2 ou 3 heures, mais ils furent particulièrement meurtriers. Dans la brousse, les corps abandonnés de combattants rebelles. Il y en aurait 120 au total, si l'on en croit les autorités tchadiennes. 100 de plus que du côté de l'armée gouvernementale. L'Union des forces de la résistance venait tout juste de lancer sa grande offensive depuis le Soudan voisin. Elle est tombée dans un guet-apens. On a envoyé ce qu'on appelle l'APA, une unité qui n'a pas assez de moyens organiques pour attirer tous dessus. Et lorsqu'ils ont effectivement, ils sont tombés dans ça. Tous sont sortis pour attaquer cette unité, croyant que bon, c'était une petite unité. Et ensuite, on les a encerclés par derrière. En chemin, par hasard, le convoi tombe sur un blessé que ses compagnons en déroute ont laissé derrière eux. Sans ménagement, on le jette à l'arrière d'un pick-up. Il viendra grossir les rangs des prisonniers détenus sous bonne garde aux abords d'Amdam. Il serait 152, toujours selon les chiffres officiels, certains dans un état grave. Assis à l'écart, un haut responsable militaire de la rébellion. Il se veut fataliste. Parfois on gagne, parfois on perd. La guerre c'est comme ça, on n'y peut rien.
Il est rare qu'au Tchad, on autorise des journalistes à se rendre sur le champ de bataille, à filmer au plus près des blessés qu'on évacue. C'est le signe sans doute qu'au plus haut niveau du pouvoir, on croit plus que jamais en une victoire prochaine. L'an dernier, les rebelles sont parvenus jusqu'aux portes du palais présidentiel, au cœur de N'Djamena, la capitale. Cette année, sur leur passage, ils risquent fort de tomber sur une armée gouvernementale mieux formée, mieux équipée, et surtout dont le moral, après cette première victoire ici à Hamdam, est bien meilleur que jamais. Le 5 juin prochain, Barack Obama reviendra en Europe, un voyage chargé en émotions. Il ira d'abord dans le camp de concentration de Buchenwald, et puis dès le 6 juin, il sera en France, en Normandie, sur les plages du débarquement, et il s'arrêtera à Colville-sur-Mer, où reposent 10 000 soldats américains. Alors qu'en pense la population sur place? Reportage Richard Binet et Virginie Travers. Comme un air de libération sur le bocage normand. Les jeeps sont de sortie, la bannière étoilée flotte au vent. Les habitants de Colville sont déjà tout à la venue de l'invité vedette des commémorations du 6 juin prochain, Barack Obama. On attend M. Obama avec impatience et puis on va se préparer en mettant les drapeaux, en affichant les couleurs américaines dans tout le village. Le président américain se recueillera au cimetière de Colville où 10 000 soldats reposent sous des croix blanches tournées vers les États-Unis. Parmi eux, 143 Noirs américains fauchés sur la plage d'Omaha Beach le 6 juin 1944. C'est un juste retour des choses parce qu'il y a eu pas mal de Noirs aussi qui étaient sur les plages du débarquement, faut pas l'oublier. Ils auraient pu être ailleurs, mais ils sont quand même venus défendre la France. C'est ça quand même. Ce vétéran avait 20 ans lors du débarquement. Il salue la venue de Barack Obama en dépit de ses opinions politiques. Je suis républicain et je suis heureux de voir Obama, le président des États-Unis, venir ici. Il pourra visiter le cimetière des combattants américains qui sont venus ici combattre pour la liberté dans le monde. Ce n'est pas seulement pour les Français. Depuis Carter, à l'exception de George Bush père, tous les présidents américains ont assisté aux commémorations. Monsieur le maire reste calme, les guirlandes sont déjà prêtes. Ces deux photos seront placées à l'entrée du village pour bien montrer le souvenir que l'on a vis-à-vis de la première division américaine. À Colville, on espère d'abord voir le président en chair et en os, à moins que le protocole de sécurité discuté entre les deux pays n'en décide autrement. Cette étonnante affaire maintenant, une femme en cavale entre guillemets pour un délit routier. À l'origine de tout, celle-ci n'avait pas restitué son permis de conduire alors qu'elle n'avait plus de points. La justice a avancé et après plusieurs décisions, la voici menacée de 100 jours de prison. Véronique Gaclionne et Françoise Mazou l'ont rencontrée. Elle ne conduit plus. Christine Kerbelec n'en a plus le droit. Plus de permis, plus vraiment d'adresse non plus. Elle est en cavale. Elle a choisi de quitter son domicile pour fuir la prison. Je ne peux plus rien faire, je suis privée de mes enfants, eux sont privés de moi aussi. Je suis traitée comme une criminelle, comme un malfrat, voilà. Au départ, c'est une banale histoire de délit routier. Une succession de contraventions pour de petits excès de vitesse, la ceinture, le portable. Christine Kerbelec en conteste une partie, mais elle perd tous ses points. Elle doit rendre son permis, mais elle l'a égaré et elle ne peut pas payer l'amende. J'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie. Un divorce qui dure depuis 11 ans. Et puis j'avais été victime d'un accident de la route, donc j'avais perdu mon travail, je me retrouvais sans argent, je devais de l'argent à mon propriétaire. Voilà. Pour cette non-restitution de permis de conduire, peut-être parce qu'elle organise maladroitement sa défense, elle finit par être condamnée, après 2 ans de procédure, à 100 jours de prison ferme. Ce qui me choque, c'est la façon dont les choses se sont précipitées. Je trouve qu'on met beaucoup d'énergie pour incarcérer une mère de famille qui a finalement perdu son permis de conduire. Aujourd'hui, elle fuit la prison. Elle en appelle à la grâce présidentielle et se demande encore comment elle en est arrivée là. La question conso de ce samedi, trouver de tout à toute heure au coin de sa rue, dans les grandes agglomérations, tout cela était devenu depuis des années la spécialité des petites épiceries. Eh bien celles-ci subissent une nouvelle concurrence depuis quelque temps. Alors qui sont ces nouveaux commerces près de chez vous? Réponse Françoise Vallée et Philippe Jasselin. Les embouteillages pour y aller, le temps de trouver une place, celui de faire les courses dans des rayons interminables et les files d'attente aux caisses. La plupart des clients des grandes surfaces n'y prennent plus de plaisir.
C'est tout à fait une corvée. Pourquoi? C'est trop grand, il y a vraiment trop de choses, bon, notamment je pense au rayon des fromages et de la charcuterie, bon, c'est vraiment épouvantable. Ces clients qui ne viennent plus, la grande distribution ira les chercher au centre-ville et lance le magasin d'hyper-proximité. L'idée est de faire ses courses au plus vite, en bas de chez soi, de pouvoir se restaurer sur place, acheter le pain, le journal ou les tickets du loto. Que ce soit chez Jean, Dailymonop ou Carrefour City, les designers ont sérieusement planché sur le sujet. On ouvre plus tard, on ouvre des fois plus tôt, on a des fois des toilettes, on a un café à l'intérieur, on a un fleuriste, on a peut-être des fois des kiosquiers. Donc on a tous les services liés à l'urbanité, à ce qu'on trouve en ville, quoi. Ils reprennent les concepts des petits commerçants qui, pour résister aux grandes surfaces, avaient, chacun à leur manière, élargi leur offre. Un coup dur pour ce fleuriste qui subit de plein fouet cette nouvelle concurrence. Ils cassent les prix, donc en fin de compte, ce qu'ils achètent et tout, même s'ils margent de 2 ou 3 centimes, nous, c'est même pas le prix qu'on achète au Halles ou à Rungis ou chez les producteurs. Donc eux, c'est un prix d'appel pour vendre à côté leurs produits à côté. Son voisin, Mohamed Bourras, qui faisait son chiffre en grande partie après 20 heures, ne peut plus suivre. Il envisage de fermer sa boutique au désespoir des clients auxquels il faisait volontiers crédit. Un mot d'un homme qui ne devrait pas avoir de problème d'argent durant de nombreuses années. Il pourrait en tout cas participer à la relance de l'économie. Il est espagnol et il a remporté hier soir à l'euro-million plus de 126 millions d'euros. C'est un record historique. Il avait une chance sur 76 millions de remporter le pactole. Et c'est chose faite. Il était notre invité hier soir à quelques minutes d'entrée sur scène. Johnny Hallyday nous disait qu'il y avait toujours une petite appréhension avant un tel événement. Eh bien, pour le premier rendez-vous de sa tournée d'adieu, les 6500 fans qui étaient rassemblés à Saint-Étienne n'ont en tout cas pas été déçus du tout. Virginie Fichet et Thierry Monnier étaient sur place. Je m'appelle Jean-Philippe Smets, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sur le nom de Johnny. Jean-Philippe Smets est peut-être né dans la rue, mais la scène reste la maison de Johnny. Je suis né, moi je suis né dans la rue. J'ai beaucoup aimé, c'était très rock'n'roll. C'est vrai que ça envoie. Il n'y a pas beaucoup de chansons calmes, hein. Il y va. Plus de 2h30 de spectacle, il n'y en a pas beaucoup qui seraient à ça. Hein. 2h30 de course effrénée dans les corridors du monument qu'est sa carrière. Sans nostalgie, l'artiste pousse chaque porte et revisite quelques-uns de ses 1000 morceaux de mémoire. C'était démentiel, franchement, il s'est donné à fond, c'était franchement formidable. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, ça aurait été dommage de rater ça. C'était des moments fabuleux et inoubliables, parce que franchement, il ne change pas. C'est notre Johnny. De t'interrompre. Il assure. Il n'y a rien à dire, il assure. C'est une grande star. C'est monsieur. Voilà. Une fois encore, Johnny jette son cœur dans le micro, mais pour ne pas oublier de vivre, il s'arrêtera bien là, au bout du tour 66. Le Festival de Cannes s'ouvrira mercredi prochain et celle qui présidera ce 62e rendez-vous s'appelle Isabelle Huppert, la comédienne qui aborde tout cela avec beaucoup d'excitation et un peu d'appréhension. Rencontre avec Pascal Deschamps et Frédéric Bazille. Isabelle Huppert. Isabelle, bonjour. Les premiers pas cannois d'Isabelle Huppert il y a 33 ans. Parce que vous représentez vraiment l'avenir du cinéma français. Elle y présentait 2 films, déjà, comme un prélude à une véritable histoire d'amour. C'est amusant, à petite dose par jour. Cannes m'a donné beaucoup. J'ai eu la chance d'y aller, je ne dirais pas d'innombrables fois, mais quand même de très nombreuses fois, y compris des fois dont je ne me souvenais pas. On ne devient pas par hasard l'une des actrices les plus célèbres au monde. On ne devient pas par hasard la 4e femme seulement à présider un jury cannois. Je crois qu'il faut rester humble devant les films qu'on regarde et les regarder avec le sentiment de la plus intime conviction, avec le sentiment d'un plaisir et d'un désir très, très personnel. On ne rafle pas non plus par hasard 2 prix d'interprétation. 2001, La pianiste, 1978, Violette Nozière. Et Claude Chabrol révèle au grand public un petit ange
Vous me dégoûtez. Capable de se transformer en démon. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs... Feuilleter le livre de ses souvenirs, c'est retrouver 100 visages et autant de facettes, tant elle parvient à se fondre dans les différents rôles. Elle dit d'ailleurs qu'on ne la reconnaît jamais dans la rue. Et si ce jour-là tu as donné... Quand j'ai reçu mon prix à Cannes, on ne me laissait pas rentrer parce que personne ne me reconnaissait. Je vous jure que c'est vrai. 11/7, 4e. Ce jour-là, c'était lundi dernier à Amiens. Isabelle Huppert tournait son 85e film, Copacabana, signé Marc Fitoussi. Ça va pas, elle est complètement folle. Quand d'autres font leurs valises, elle joue et jouera jusqu'à la dernière minute. Une transition naturelle pour une assoiffée de cinéma. On est là pour regarder les films, pas du tout pour les juger, plutôt pour les aimer. Et voilà, que faire si on les aime tous? Dans 3 jours, elle ne se cachera plus derrière un rôle. Elle redeviendra Isabelle. Une Huppert présidente offerte aux objectifs, exposée au regard des cinéphiles du monde entier. La page sport avec tout d'abord cette information, le coureur belge Tom Boonen a été contrôlé positif à la cocaïne. Il s'agit d'une star du peloton, il a remporté à plusieurs reprises, vous le savez, Paris-Roubaix. Son équipe a d'ores et déjà annoncé qu'elle le suspendait pour toutes les prochaines compétitions. Et puis, on vient de l'apprendre, selon nos confrères du site internet de l'équipe, le tennisman Richard Gasquet aurait également été contrôlé positif à la cocaïne, et cela alors qu'il venait de déclarer forfait pour le tournoi de Miami. Il risque une suspension de 2 ans si l'analyse est confirmée. Et on reprend tout de suite la direction du Stade de France. L'affiche de la finale de la Coupe de France, c'est donc Rennes-Guingamp, un club de Ligue 1 face à un club de Ligue 2. Bonsoir Xavier Gravelaine. Alors est-ce que l'on peut vraiment parler de favoris ce soir pour cette finale? Effectivement, il y a 2 mois, on aurait pu penser qu'il y aurait un grand écart comme la finale de Coupe de la Ligue entre Bordeaux et Vannes. Il y a beaucoup de blessés et de suspendus à Rennes. L'écart s'est réduit. En tout cas, un très grand favori, et ça on s'en doutait, c'était le public breton qui est fabuleux, qui depuis 4 heures de l'après-midi met une ambiance de folie dans ce Stade de France. En tout cas, au niveau du jeu, on a l'impression que ça va être de plus en plus serré. Et plus l'heure avance, on se rend compte que les Guingampais ont peut-être une grosse chance d'inquiéter ces Rennais. Eh bien, on va passer une belle soirée avec vous. Merci Xavier et à tout de suite. Voilà, on vous retrouve juste après la météo d'Isabelle Martinet. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se quitte sur ces images du Stade de France. Que le meilleur gagne. À demain et passez une très belle soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.